Homosexualité, sexualité queer, inceste, les films et séries US se montrent de moins en moins frileuses et ne cessent d'explorer ces thématiques. Mais s'il y a un sujet qui reste sensible aux États-Unis, c'est bien l'avortement. Un sujet houleux qui divise la sphère politique et sociale du pays, d'autant plus que l'élection du président pro-life Donald Trump laisse planer l'inquiétude. Alors, dans un contexte si tendu, il est temps de faire un tour d'horizon sur le traitement de l'IVG dans les films et séries US, afin de comprendre comment le sujet est représenté sur le petit et grand écran et de quelle manière on en parle. 1972. Maud est la première série TV réalisée par Norman Lear à avoir parlé et prononcé le mot avortement. Maud est une femme âgée qui tombe accidentellement enceinte de son compagnon et elle ne sait pas quelle décision prendre. Sa fille, déjà adulte et mère, lui conseille alors d'avorter en raison de son âge avancé et lui rappelle qu'elle en a le droit. En 1972, l'IVG est légale dans l'État de New York et l'épisode est diffusé 2 mois avant l'arrêt Roe v. Wade qui fait de l'IVG un droit constitutionnel aux États-Unis. Toutefois, la série Maud et la législation de l'IVG ne signifient pas que le sujet a été traité sans entrave par la suite. En effet, de nombreux films et séries évitent le sujet qui pourrait fâcher les esprits conservateurs, les mouvements anti-avortement et susciter un tollé d'indignation chez les groupes de défense censeurs comme Parents Television Council ou encore The American Family Association. Que dans Sex and the City, par exemple, quand Miranda tombe enceinte, au début elle veut avorter, puis finalement elle change d'avis. Dans Masters of Sex, quand Virginia Johnson tombe enceinte, elle veut avorter, elle est sur la table, et là elle décide qu'elle veut changer d'avis. Et je trouve qu'en fait, c'est problématique ces scènes-là parce que je trouve que ça décuple en fait le discours moralisateur et culpabilisant. On devrait avoir tout d'un coup comme si on devait se réveiller au moment où on le fait et de se dire que non, on devrait se sentir coupable ou trop mal ou avoir un instinct maternel qui tout d'un coup se révèle au moment de l'opération. Et déjà, je trouve que c'est hyper culpabilisateur et puis c'est renforcer une idée que les femmes s'épanouiraient qu'à travers la maternité et se sentiraient habitées d'un instinct maternel dès qu'elles sont enceintes. Je pense qu'il faut à un moment arrêter ces discours-là dans les séries, ou en tout cas au moins proposer des variations autour de ce thème-là de l'avortement. On retrouve la même illumination divine dans les séries The Walking Dead avec le personnage de Laurie dans la saison 2, Friends avec Rachel Green dans la saison 8, et le film Save the Date avec le personnage de Sarah. Tant sur les chaînes publiques, qu'on appelle les networks, et les chaînes câblées, les scénaristes et réalisateurs utilisent différents artifices pour éviter d'évoquer ou représenter un avortement. Dans certains films et séries, les jeunes femmes poursuivent finalement leur grossesse à terme et donnent le nouveau-né à adopter comme dans la série Glee. Dans d'autres cas, ils provoquent des accidents. C'est le cas dans la saison 2, épisode 2 de la série Desperate Housewives, où Gabrielle tombe enceinte car son mari a remplacé ses pilules contraceptives par des placebos, mais perd son bébé en faisant une chute dans les escaliers, accident que l'on appelle aussi le gadin dans les escaliers. Dans Six Feet Under, les scénaristes vont aussi encore plus loin, quitte à représenter une vision morbide de l'acte. Dans la série 3 de l'épisode 13, Claire aperçoit le fantôme du bébé qu'elle aurait eu si elle n'avait pas avorté. Sur un ton encore plus agressif, le premier film d'horreur pro-life réalisé par Rod Weber, The Life Zone, met en scène des femmes contraintes de garder leur bébé sous la torture psychologique. En 1984, les réalisateurs pro-life Jack Dabner et Donald S. Smith réalisent le documentaire Le Cri silencieux, dont le seul but est de provoquer l'abjection et l'horreur de l'avortement chez les spectateurs en filmant la suppression d'un embryon. Au niveau du discours, le mot avortement fait parfois peur. Dans Encloque mode d'emploi de Judd Apatow, les hommes préfèrent énoncer un mot qui rime avec avortement, smash motion, plutôt que de se risquer à le prononcer. Les personnages féminins qui tombent enceintes sont aussi victimes d'une pression morale, orchestrée par leurs proches. Dans la saison 1 de l'épisode 6 de Desperate Housewives, Lynette attend des jumeaux alors qu'elle ne souhaite pas élever d'autres enfants, d'autant plus qu'elle vient de se remettre d'un cancer. Suzanne la pousse à garder ses enfants en lui expliquant qu'un enfant est un merveilleux cadeau. Suzanne opte pour le même chemin moralisateur lorsqu'elle pousse sa fille à ne pas avorter. Il en est de même dans la série Les Frères Scott, où Shelly fait pression sur Brooke pour qu'elle poursuive sa grossesse. Ironie du sort, Shelly fait partie du groupe Clean Teen, un groupe qui promeut la virginité jusqu'au mariage alors qu'elle a elle-même avorté. Choix qu'elle regrette et dont elle reporte la culpabilité sur Brooke.
Les personnages font face à la pression des lobbies pro-life, mouvement qui défend le droit à la vie et qui s'oppose au droit à l'IVG, à l'euthanasie ou encore à la contragestion. Le film Juno de Jason Reitman en est un parfait exemple. Alors qu'elle se rend au planning familial pour avorter, Juno croise une amie pro-life qui prétend que son fœtus a déjà des ongles. Dans la salle d'attente, Juno va alors angoisser et finalement décider de garder le bébé. La scène est clairement représentée comme ayant pour but de faire culpabiliser Juno sur son désir d'avorter. On retrouve la même situation mais vue du côté du mouvement pro-choix dans le film If These Walls Could Talk de Cher et Nancy Savoca. Un film très intéressant du point de vue historique car il aborde le sujet de l'IVG sous 3 générations différentes. Dans le film, nous suivons une jeune femme qui désire se rendre à la clinique pour un rendez-vous avec une sage-femme, mais elle se fait prendre à partie par un groupe religieux posté devant la clinique qui lui conseille de ne pas avorter et accuse les docteurs d'être des assassins. Mais cette stigmatisation de l'avortement n'est heureusement pas présente dans toutes les séries et les films. En effet, on voit de plus en plus de personnages assumer leur choix d'avorter dans un contexte non culpabilisant et réfléchi. A contrario des séries où les femmes ne prennent pas le temps de peser le pour et le contre d'une IVG, les personnages féminins prennent le temps de réfléchir avant de prendre toute décision irréfléchie et s'entourent des conseils raisonnables et prévoyants de leur famille, de leurs amis et, encore plus important, des docteurs, sages-femmes ou gynécologues. Dans la saison 5 de la série Weeds de Jenji Kohan, Nancy tombe accidentellement enceinte et se rend à un rendez-vous avec une sage-femme. Les 2 femmes parlent alors ouvertement de l'avortement comme solution sans ton accusateur ou pression. Nancy est d'ailleurs accompagnée de son beau-frère qui raconte sans honte qu'il a déjà accompagné 5 femmes à leur avortement. Le discours est à la fois mesuré et décomplexé. Si certaines femmes décident finalement de garder leur enfant, la possibilité de l'avortement a été évoquée sans ignominie ou scrupule. Dans la saison 3 de Private Practice, Maya Bennett est enceinte. Sa mère désire qu'elle avorte malgré ses convictions pro-life, mais Maya refuse et garde l'enfant. On retrouve également une situation similaire dans le film If These Walls Could Talk. L'IVG est et reste un choix de femme avant tout. Encore plus novateur, l'IVG n'est pas vécu comme un traumatisme par certaines femmes qui passent vite à autre chose. C'est le cas dans la série Shameless au cours de la saison 6, lorsque Fiona se rend à la clinique pour se faire avorter. Non seulement le réalisateur montre à l'écran l'IVG de Fiona, image très rare, mais Fiona reprend sa routine habituelle dès l'intervention finie. Les doutes et les angoisses laissent place à l'indifférence et à l'apaisement. A noter aussi que la saison 6 est tout autant intéressante car elle montre le choix opposé de sa petite sœur adolescente Debbie qui décide de garder son enfant malgré sa situation financière précaire et son jeune âge. Loin de l'image de la jeune adolescente enceinte, comblée et protégée comme dans les teens dramas The Secret Life of an American Teenager, Glee et The O.C., les scénaristes représentent les difficultés psychologiques et financières pour Debbie de s'occuper de sa fille par ses propres moyens et adoptent ainsi un regard plus réaliste sur le sujet. Et la place de l'homme dans tout ça, car le choix assumé de la femme peut aussi être vécu comme une violence pour l'homme. Dans la série Transparente et dans la série Girls, au moment de l'avortement, c'est toujours des personnages secondaires, c'est jamais les personnages principaux. On se focalise sur le personnage masculin qui, tout d'un coup, perd le contrôle. Alors, c'est intéressant pour plusieurs raisons. Déjà parce que peut-être que dans ces séries-là, l'avortement est montré comme une décision qui est prise par la femme et presque comme un moment d'empowerment, c'est-à-dire que la femme n'a pas besoin de l'homme pour prendre sa décision. Elle décide que c'est son corps et que ça lui appartient. Et face, en fait, à cette réaction féminine totalement excluante du personnage masculin, les personnages masculins deviennent violents. Donc soit c'est une violence verbale, dans Girls, ils cassent des choses dans l'appartement, etc. Parce que c'est perçu comme une violence totale que l'homme n'ait plus le contrôle du corps de la femme. Alors, on pourrait se demander pourquoi ces séries-là ne se focalisent pas sur le personnage féminin et la prise de décision, mais c'est presque banalisé en fait dans Girls et Transparente, c'est-à-dire que le personnage féminin tombe enceinte et elle sait que tout simplement c'est pas quelque chose qu'elle veut. Donc c'est pas c'est un non-choix en fait, c'est quelque chose qui n'est pas perçu comme un dilemme existentiel. Ça peut déranger énormément de personnes de voir ça. Mais c'est intéressant que ces séries-là décident d'avoir le personnage masculin totalement dépossédé de ses moyens face à une décision qui les exclut. Alors après, on peut argumenter que l'homme, évidemment, peut être pris en compte dans la décision, puisqu'il a participé à l'enfantement, mais je trouve ça aussi intéressant que ces séries décident de montrer ça comme un non-problème, un non-dilemme,
et que ça renvoie le personnage masculin au fait que pour une fois, il n'a pas le contrôle sur le corps féminin. Toutefois, là encore, il faut nuancer le propos car la place de l'homme est aussi prise en compte. Loin de l'image d'un mâle dominateur, l'homme devient un véritable soutien pour la femme enceinte et ne s'oppose pas à sa décision. Par exemple, dans la saison 8 de Grey's Anatomy, Christina Young décide d'avorter malgré la déception de son compagnon. Celui-ci d'ailleurs se ravisera et assistera à l'avortement par amour pour Christina. On retrouve la même situation dans Shameless entre Fiona et Sean. Encore plus rassurant, les nouvelles séries diffusées sur le network s'emparent aussi du sujet. À l'opposé de la grande majorité des teens dramas, la saison 4 de la série Friday Night Lights représente avec un regard réaliste le combat courageux de Becky pour avorter, soutenu par Tammy Taylor malgré l'hostilité ultra-conservatrice de la ville et du lynchage médiatique. Les comédies Jane the Virgin et Crazy Ex-Girlfriend, diffusées sur la chaîne publique de CW, participent au débat. Xiomara et Paola, quadragénaires et mères, tombent accidentellement enceintes et toutes deux, avant d'annoncer leur décision, examinent les options qui s'offrent à elles, ainsi que leur capacité à nouveau, élever un enfant. Ces séries diffusées sur les chaînes publiques appellent à une libération de la parole et au respect du choix de la femme d'avorter oui ou non, au détriment des détraqueurs toujours prêts à bondir, comme l'illustre le tollé qu'a provoqué l'IVG d'Olivia dans la saison 5 de la série Scandale de Shonda Rhimes. Pour moi, la série qui est la plus révolutionnaire dans la manière de présenter l'avortement, c'est Scandale. Parce que donc Scandale, c'est une série avec une héroïne qui s'appelle Olivia Pope, qui est la maîtresse du président des États-Unis, qui est une femme qui a énormément de pouvoir, qui gère les problèmes des autres, qui trouve des solutions pour tout le monde. Et donc c'est la série de Shonda Rhimes, c'est quand Shonda Rhimes décide de montrer son héroïne vraiment dans un bloc opératoire décidé, qui prend la décision de se faire avorter et qui va jusqu'au bout, parce que dans la plupart des séries, les femmes veulent avorter, puis après ont un moment de crise existentielle et finalement décident que non, ça va être la meilleure chose qui va leur arriver, c'est de garder cet enfant. Non, là, on va jusqu'au bout. Et ça, je trouve ça extrêmement fort, parce que c'est très rare déjà, quand les héroïnes décident d'avoir un avortement, de montrer l'opération, ou de montrer en tout cas le moment où ça se passe. Et c'est quelque chose Elle décide de ne pas définir son héroïne en fonction d'un désir d'enfant, en fait. Et les femmes, après 30 ans dans les séries, quand elles tombent enceintes, elles sont censées garder l'enfant. Et donc, je trouvais ça vraiment génial génial. En tout cas, je trouvais ça différent de voir une héroïne amoureuse décider de ne pas garder l'enfant pour des raisons qui lui étaient propres. J'ai vu Shonda Rhimes au MIPCOM et elle disait devant une assemblée de journalistes que pour elle, ces séries n'étaient pas des séries politiques. En tout cas, qu'elle ne voulait pas que ces séries soient perçues comme des séries politiques. Mais pourtant, ça l'est. Puisque de montrer ça, de montrer une héroïne qui se fait avorter et une deuxième héroïne défendre une idée en fait pour que les femmes aient accès en fait déjà à la connaissance, mais aussi qu'elles puissent contrôler leur corps elles-mêmes, c'est extrêmement puissant. Même si ces séries ne sont pas ouvertement politiques, en fait, ce sont des actes politiques de montrer un avortement ou une femme pro-planning familial. Si on assemblait tous ces aspects novateurs dans un film, ça donnerait sûrement Obvious Child, réalisé par Gillian Robespierre. La réalisatrice montre clairement que le couple a été imprudent de n'avoir utilisé aucune protection. De plus, la décision de l'héroïne d'avorter n'est pas condamnée par son entourage. En effet, la protagoniste peut compter sur le soutien de ses amis, de sa mère et de l'inconnu avec lequel elle a eu le rapport sexuel et qui ne s'oppose pas à son choix. Encore plus inédit, le rendez-vous entre Donna et sa sage-femme est l'occasion d'évoquer le coût élevé d'une IVG à Brooklyn. Certes, l'IVG est un droit constitutionnel, mais c'est un droit qui aux États-Unis coûte cher. Ces séries et films, qui font écho à la réalité politique et sociale américaine, rappellent à quel point le droit à l'IVG est un combat loin d'être terminé. Depuis la loi de 1973 Roe v. Wade, qui constitue l'avortement comme un droit constitutionnel, l'arrêt risque d'être abrogé par Donald Trump, sans compter qu'il est mis à mal par des lois restrictives dans plusieurs États.
Même si le combat est loin d'être terminé, il est alors d'autant plus rassurant de voir ces films et séries faire l'apologie des droits des femmes et participer à une nouvelle vision réfléchie et décomplexée de l'IVG pour mieux combattre les idées conservatrices dans un contexte si tourmenté.